Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de la télévision Futur Média. Nous en sommes dans la deuxième partie de votre magazine quotidien. Il s'agit donc de Soir d'Info. Aujourd'hui, nous recevons dans cette deuxième partie le sociologue Khalifa Diagne. Khalifa, bonjour. Bonsoir. Alors, j'allais dire bonsoir, Khalifa. Bonjour, cher Tidiane. Voilà. Et je salue vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Alors, donc, aujourd'hui, nous parlons des scènes de violence qui s'abattent sur le Sénégal depuis quelques années. Alors, la première question est de savoir est-ce que l'homo sénégalensis a changé, et quand on en parle, c'est pour beaucoup plus parler, disons, de la dernière actualité avec, disons, ce crime qui s'est déroulé à Pikine, au Technopole, avec la mort de deux personnes, dont le plus célèbre est le danseur Aziz Dabala, et puis des accusations ça et là. Le travail est en train d'être fait, en tout cas par la police, mais au-delà, ça pose carrément, disons, un problème au niveau de la société sénégalaise. Merci, cher Tidiane. Je voudrais rectifier pour dire que je suis plutôt psychologue conseiller. Et par rapport à votre question, je ne le pense pas. Je ne pense pas que l'homo sénégalensis ait changé, parce que ce n'est pas la première fois que l'on assiste à ce genre de crime. Si vous vous rappelez, il y en a eu par cycle. Vous vous rappelez le crime qui était commis contre la personne de la conseillère environnementale, sociale, Fatoumata, je pense, qui habitait au niveau de la banlieue à Pikine. Il y a quelque temps également, à peu près plus d'une année ou plus, un peu plus, il y a eu également l'affaire de la prestataire de services. Donc, c'est des cycles. Ouais. C'est des cycles. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une société qui échappe à ce genre de crime odieux. C'est erroné de penser que dans une société, on ne va pas constater ce genre de crime. Quelle que soit la société, quel que soit le pays dans le monde, on constate par moment, malheureusement, ce genre de crime. D'autant plus que si vous regardez bien, ce sont des crimes qui sont liés à la psychologie individuelle. Parce que ce ne sont pas des crimes qui ont été commis au grand jour. C'est des crimes qui ont été commis par des proches. Une personne qui a été tuée par son chauffeur, une personne comme le cas qui fait l'objet de l'actualité présentement, qui a été tuée par des proches qu'on ne peut pas soupçonner de commettre ou bien d'en arriver à commettre des crimes de ce genre. Pour la prestataire de services également dont on en parlait, c'était quelqu'un qui travaille avec lui. Donc souvent, c'est des crimes qui sont malheureusement inhérents à la nature humaine, à la vie en société. Parce que ce ne sont pas des crimes qui ont été commis au grand jour, des attaques à main armée, etc. C'est des proches. Ça s'est passé entre des personnes qui se connaissaient, qui sont proches. C'est comme si on voulait sécuriser un mari contre sa femme, ou bien une femme contre son mari. Ce qui n'est jamais évident. Et on a vu ici au Sénégal qu'une femme a eu à attenter à la vie de son mari par incendie pour des questions de jalousie et autres. Parce qu'il faut comprendre en matière de crime, il y en a certains qui sont liés à la psychologie individuelle. Et la psychologie individuelle, c'est ce qui se passe dans la tête de la personne. Il y a des personnes qui peuvent avoir un passé criminel chez lesquelles on peut attendre la commission de crimes odieux, mais il y a des personnes chez qui on ne peut pas attendre ce genre de crime, mais qui sont capables de commettre les crimes les plus odieux, parce que souvent, on peut être criminel en situation. Vous pouvez être confronté à une situation qui fait de vous un criminel. Beaucoup de gens ont commis des crimes et leurs proches se sont mis à montrer leur étonnement, à se demander mais comment cela est-il arrivé. Lui-même, la personne elle-même peut commettre un crime et ne pas avoir réalisé ou bien n'avoir jamais pensé avant la commission du crime dans ce cas de figure, qu'il était capable de commettre un acte criminel. Alors là, dans ce cas de figure, on imagine que cela échappe un tout petit peu à la raison. Oui, ça échappe à la raison, parce que je vous ai dit que parfois, c'est la situation qui fait de vous un criminel. Par exemple, pour le chauffeur dont on a parlé de la femme, il voulait voler, on l'a vu, et il a pensé, et ça se passe à des moments extrêmement rapides, la décision de commettre le crime. La personne là également qui a commis le crime sur Aziz Dabala, dans les récits que nous avons de la presse,
c'était des questions économiques. Il a pensé qu'à un moment donné, il fallait qu'il commette ce crime. Mais en réalité, peut-être, lorsqu'il partait, ça pouvait ne pas être son intention. Maintenant, arrivé sur les lieux, vous vous rappelez également, il y a quelques années, il y a une altercation dans une station d'essence, et quelqu'un qui n'était pas un criminel, qui roulait, a sorti son revolver, a tué une personne. Ce genre de crime également doit être distingué des crimes qui sont commis par des caïds, des personnes qui sont connues, qui sont c'est qui on peut attendre la commission de crimes. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que la société pense que c'est un cas particulier au Sénégal. Un peu partout dans le monde, il y a des crimes qui sont commis parce que la commission de crimes, tous les sociologues le savent, tous les psychologues le savent. Vous n'êtes pas en train de me dire que cela a été un tout petit peu, disons, à la limite amplifié. C'est le terme que je cherchais d'ailleurs, amplifié par les réseaux sociaux. Quand même, ça reste une nouvelle donne. Quand vous dites que cela a tout le temps existé, dans toute société, il y a eu ces genres de déviation, peut-être de déviation, justement, c'est le terme aussi. Alors là, est-ce que les réseaux sociaux ont contribué à amplifier, disons, ces faits qui, finalement, sont pris en compte, disons, par la société qui dit que nettement que les choses... que la société sénégalaise, elle est comme ça, elle est violente maintenant, ça tue, ça et là. Non, on ne peut pas quand même, à partir d'un fait comme ça, tirer une déduction pour dire que la société sénégalaise est violente. Nous tous, nous avons marché pendant toute la journée et nous n'avons pas eu peur d'être tués dans la rue, d'être agressés. Peut-être pendant toute la journée, on n'a pas entendu une agression à Dakar. Donc, il faut relativiser avant de poser des questions de sécurité ou d'insécurité sur la table. Maintenant, c'est tout à fait normal que face à ce genre de crime, dans une société comme la société sénégalaise, qu'il y ait l'émoi et la consternation. Parce que ça libère les émotions. Et pour la plupart du temps, ce sont les émotions négatives. Et les réseaux sociaux aidant, il y a une amplification effectivement qui fait le lit de toutes sortes de commentaires. Les gens commentent, les gens essaient de mener l'enquête à la place de la police, les gens également essaient de régler des comptes, parce que également c'est des moments de règlement de comptes, et tout ceci fait que on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui est inédit, mais en réalité ce sont des choses qui se passaient dans notre société. La seule différence c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux également, je pense que la question de les réglementer devient de plus en plus pertinente et nécessaire au Sénégal, parce que face à ce genre de situation, les Sénégalais ou certains mettent même en danger la vie d'autres Sénégalais. Il suffit tout simplement que quelqu'un sorte la photo de Cheikh Tidiane pour dire que voilà, c'est lui, mais on met Cheikh Tidiane à danger, ainsi que toute sa famille. Je vais même vous raconter, parce que moi, quand on a cité, disons, le présumé meurtrier, j'allais directement sur Facebook taper pour voir, et puis plusieurs profils plutôt sont sortis. Bon, après derrière, on a vu comment cela s'était passé, puisque derrière, il me semble qu'il y a un étudiant dont la photo a été tirée sur les réseaux sociaux pour dire que c'était lui véritablement le présumé meurtrier, alors que c'était pas le cas. Donc c'est des choses comme ça qui peuvent arriver aussi. Voilà, et puis cette personne-là qui a été victime d'une confusion, mais cette personne, sa vie et la vie de sa famille était mise en danger sérieusement. C'est la raison pour laquelle, face à de pareilles situations, je pense qu'il est important que la cybercriminalité entre en action et prenne les devants pour avertir toutes les personnes qui seraient tentées de divulguer des photos des tiers pour les accuser d'être les criminels. Parce que ça met tout le monde en danger. Et cela repose la question de la nécessité de réguler les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'au-delà du débat politique, parce que souvent, les réticences, on les voit du côté des politiques. Quand ils sont dans l'opposition, ils pensent qu'on doit laisser les réseaux sociaux. Quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous vous retrouvez de l'autre côté, vous voulez réguler, etc. Je pense qu'on doit trouver un consensus pour accepter le fait que dans tous les pays respectables, organisés, les réseaux sociaux sont réglementés. On ne peut pas, derrière son clavier, par le biais de l'Internet, dire tout ce que l'on veut, publier les photos de qui on veut et mettre les gens en danger comme ça. Avant que l'irréparable se produise, je pense que les autorités étatiques doivent prendre leurs responsabilités et réglementer une bonne fois pour toutes
les réseaux sociaux au Sénégal. Alors Khalifa, pour en revenir, disons, à la cellule familiale, je pense que véritablement, la cellule familiale a un rôle très important à jouer pour ce qui concerne un tout petit peu l'éducation des populations. C'est vrai, pour ce cas précis, vous avez peut-être pensé qu'il s'agit d'un cas isolé et qu'il ne faudrait pas généraliser, mais au-delà également, force est de constater que, je ne dirais pas que l'homosénégalisme a changé, mais que on le constate tous, de plus en plus, les gens sont quand même violents. À travers les réseaux sociaux, dans la rue, on en voit un peu partout, les gens sont tout le temps sur les nerfs, et que là, véritablement, tous les ingrédients sont là pour que ça saute, quoi. Oui, les réseaux sociaux exacerbent la violence au Sénégal. Ouais. Parce que si vous constatez, le discours dans les réseaux sociaux, c'est un discours violent. Je vous ai même dit que les réseaux sociaux sont devenus même un instrument de règlement de compte. Même quand il n'y a pas de contexte lié au crime, mais regardez, entre femmes, les gens utilisent les réseaux sociaux pour régler leur compte. Ouais. Tout le discours, c'est des questions de garoualé. On attaque. Si quelqu'un a Cheikh Tidiane, il attend qu'il y ait un article qui est publié sur lui, il entre dans les commentaires. Au Sénégal, les gens doivent être éduqués pour savoir pourquoi les instruments comme l'Internet, comme les réseaux sociaux ont été inventés. Je pense qu'on fait fausse route et c'est l'heure, de mon point de vue, de faire revenir nos compatriotes à la raison et de les remettre sur les rails pour leur montrer comment on utilise ces instruments. Parce que le discours est violent, parce que le discours violent prépare la violence physique. C'est toujours la violence verbale prépare toujours une violence physique. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais négliger une violence verbale, parce que ça prépare les gens. L'autre étape, après un discours violent, c'est de passer à une violence physique. C'est la raison pour laquelle il faut, de mon point de vue, bannir ce discours violent-là sur la place publique. Et la place publique également, c'est l'Internet. Ce n'est pas uniquement la rue ou dans les maisons. Et je pense que c'est un chantier que doivent explorer les nouvelles autorités pour permettre à ce que le climat soit beaucoup plus apaisé. Voilà, justement, au-delà même des autorités, je vous ai interpellé tout à l'heure sur le rôle de la famille, parce qu'on le sait, la société sénégalaise, comment elle fonctionne, on sait qu'au niveau de la cellule familiale, il y a, disons, une certaine autorité qui est là, incarnée justement par, disons, le père de famille, et au-delà du père de famille, peut-être même par la mère de famille. Mais là, on a l'impression que il y a des choses qui semblent s'échapper, en tout cas au niveau de la cellule familiale. Alors, à votre avis, comment devrait-on s'y prendre pour minimiser, disons, tous ces dégâts collatéraux avec, disons, ce rattache qu'il y a au niveau de la cellule familiale, au niveau de l'éducation de la cellule familiale? Vous avez raison de poser cette question, parce que souvent, quand il y a ce genre d'affaires, les gens indexent directement l'État. Alors que l'État est responsable, mais la famille également est co-responsable avec l'État. L'État est un relais, en fait. Parce que, comme disait Rousseau, chaque père de famille doit se donner les moyens de donner à la société un citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un qui est préparé à vivre en communauté, à ne pas prendre la sauce d'autrui, à ne pas insulter, à ne pas voler, à ne pas détruire. Et tout cela, ce sont des valeurs qui s'inculquent au sein de la cellule de base que constitue la famille. Donc, à chaque fois qu'il y a la commission d'un acte criminel, d'une infraction, la personne qui commet l'acte également n'est personne d'autre que le produit peut-être de sa société, mais surtout de sa famille. Parce que c'est dans la famille que la personne a été préparée pour vivre en société. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dispenser la famille. Maintenant, l'éducation est plus difficile au sein des familles du fait de l'Internet, du fait de ce concurrent-là que constitue l'Internet, les réseaux sociaux, tout le monde. Parce que la socialisation, c'est la famille, c'est l'école qui donne des valeurs dans le domaine de l'éducation, c'est également les masses médias, l'environnement. C'est-à-dire qu'un enfant, tout ce qu'il regarde à la télé, que ce soit des dessins animés, que ce soit des émissions, des documentaires, tous ces éléments entrent en compte dans la constitution de sa personnalité. Si bien que si les parents ne sont pas vigilants, en laissant leurs enfants beaucoup suivre des émissions sans pour autant savoir contrôler ces émissions, les influences qui vont naître de ces émissions vont entrer dans la constitution de la personnalité de l'enfant. Ces influences négatives. Et vous savez, nous sommes, lorsque nous devenons adultes,
ce n'est pas uniquement lorsque nous sommes devenus adultes que nous avons notre personnalité. Notre personnalité, c'est le fruit d'une construction qui va de l'enfance en traversant la jeunesse, l'âge adulte jusqu'à l'âge que nous avons au moment T. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire attention au niveau des familles en jouant son rôle. Autrement dit, tous les parents doivent jouer leur rôle d'éducateur. Après leurs parents, les parents, ce sont l'école. C'est l'école qui doit entrer en compte. Et au niveau de l'école, c'est les enseignants qui sont, par nature, par essence, des éducateurs. Là-bas aussi, les instructions civiques, l'éducation morale. J'allais en venir parce que nous, à notre époque, quand même, Khalifa, à notre époque, à l'école, on nous apprenait, disons, ces matières-là, l'éducation physique, l'éducation sanitaire, morale, entre autres. C'était de petites phrases qu'on donnait ça et là, que l'on essayait en tout cas d'assimiler. Après, derrière, on se disait ça servait à quoi. Mais après, à un certain âge, on se rend compte qu'en réalité, c'était des petites phrases qui, quand même, peuvent nous servir quand on atteint un certain âge. Mais est-ce qu'actuellement, au niveau des établissements aussi, les gens sont en train de jouer ce rôle-là, c'est-à-dire dans le curricula, est-ce que ces matières sont toujours d'actualité aussi? Pour moi, ça reste. Pour moi, vous savez, à l'école, on donne 3 savoirs. Il y a les savoirs en termes de connaissances, les savoirs tout court, il y a les savoir-faire et les savoir-être. C'est au niveau des savoir-être qu'on enseigne l'éducation morale, l'éducation civique, etc. Mais on n'enseigne pas n'importe comment ces matières. Ces matières, leur enseignement doit être adossé à un projet de société. Autrement dit, on doit analyser, étudier quels sont nos besoins, quels sont les périls auxquels nous sommes confrontés, quelles sont les menaces, et en fonction de tout ça qu'on doit élaborer des programmes et les adapter à nos réalités. Je pense qu'actuellement, ce que font les collectivités éducatives en mettant comme thème l'utilisation des TIC, je pense que ça devrait être enseigné également au niveau de tous les établissements du Sénégal, dès l'élémentaire, pour préparer les jeunes à utiliser l'Internet, à savoir à quoi ça sert, à savoir que ça ne sert pas à insulter, qu'on ne doit pas insulter, etc. En même temps, l'État a un rôle à jouer, parce qu'en matière d'éducation, la famille a sa responsabilité, mais l'État aussi a sa responsabilité. C'est à l'État de réguler, c'est à l'État de montrer l'exemple, c'est à l'État de punir, c'est à l'État de sanctionner, parce qu'il ne faut jamais faire croire aux uns et aux autres qu'il est possible d'être devant sa machine, d'écrire tout ce que l'on veut, d'insulter. C'est une bonne expérience d'avoir la cybercriminalité. Mais je pense que la cybercriminalité doit être dotée de moyens, renforcée, et que du tic au tac, la personne qui commet une infraction à travers l'Internet soit identifiée et interpellée. Si les gens, parce que l'être humain, a besoin d'être éduqué, mais l'être humain a besoin également de savoir qu'il y a la menace de sanctions qui peut s'abattre sur lui. Alors justement, j'allais en revenir parce que là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais quand même, il y a eu des arrestations, ça et là, pour des cas assez particuliers par rapport à certaines personnes quand même qui interviennent sur les réseaux sociaux pour dire du n'importe quoi. Mais à votre avis, vous l'avez dit tout à l'heure, il va falloir réguler. Alors, comment réguler pour que véritablement ces choses n'arrivent plus? Parce que là, on l'a constaté avec, disons, cet incident-là qui s'est déroulé il y a de cela quelques jours, avec, disons, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, beaucoup plus précisément des TikTokers, comme on les appelle, entre guillemets. Donc, chacun y est allé avec sa version des faits, et cela a fini quand même par embrouiller pas mal de gens. Et que jusqu'ici, il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a rien eu. C'est parce que peut-être qu'au niveau de la régulation, il n'y a pas également, disons, de possibilité d'arrêter ces gens-là quand même. Si on veut régler le problème, il faut qu'on donne le même traitement à tout le monde. C'est-à-dire? Parce que ceux qui polluent ce débat-là, ce sont les politiques. Quand vous êtes dans l'opposition, vous utilisez ces instruments et vous pensez que c'est normal, que tout est permis. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous dites que ce n'est pas normal, tout ne doit pas être permis. Et si les rôles sont inversés, en même temps, les rôles en termes de posture et d'appréciation également s'inversent. Je pense que le Sénégal nous appartient tous. Nous devons prendre de la hauteur et avoir des consensus sur certaines questions. Nous avons la responsabilité d'éduquer les jeunes. Parce que les jeunes, s'ils voient qu'il y a des adultes qui peuvent être dans les réseaux sociaux, qui insultent, et que rien ne leur arrive, ce sera extrêmement difficile de réguler. Parce que les jeunes,
également imite les adultes. C'est la raison pour laquelle sur certaines questions, notamment la question de la régulation des réseaux sociaux, la société civile, la classe politique, tout le monde doit se retrouver autour de l'essentiel et savoir que quelle que soit la position que l'on occupe, on ne doit pas insulter, on ne doit pas dire tout ce que l'on veut, on doit respecter les autorités, on doit respecter les institutions, on doit respecter les autres personnes. Ce qu'on ne peut pas faire en face d'une personne, on ne devrait pas pouvoir le faire lorsqu'on est derrière sa machine. Et que, au nom de la démocratie et au nom de la liberté d'expression, on ne peut pas insulter impunément les gens. Parce que ce n'est pas conforme à nos valeurs sociales et c'est même interdit par nos lois et règlements. Même si on ne les applique pas, tout le monde sait qu'on n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit de menacer, on n'a pas le droit de dire ce que l'on veut. Mais est-ce que la Khalifa, ce serait facile de régler un tel problème, sachant que on le voit avec, disons, des politiciens, je vais utiliser le terme quand même, qui se disent des choses à la limite incorrectes. Non, ils ne doivent pas. Dans le débat politique. Ils doivent constituer des exemples. Voilà, dans le débat politique. Nos hommes politiques doivent apprendre à débattre sans invectiver. Ils doivent apprendre à débattre de façon civilisée. La démocratie leur offre une occasion de pouvoir se confronter sur le terrain des idées et de montrer leur pertinence, d'exposer leur programme et de pouvoir convaincre leurs militants ou leurs électeurs. Mais la démocratie, ce n'est pas... Parce que là, tout à l'heure, quand nous étions dans le salon, j'ai eu à lire, disons, un communiqué de Abdoubo, qui est donc du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, je pense. Donc une note à l'encontre du Premier ministre Ousmane Sonko, voilà. Mais dans le contenu quand même, il n'a pas été tendre. Et c'est peut-être une manière également de rendre la pièce la monnaie. Donc, il ne devrait pas, de mon point de vue. Il ne devrait pas. Parce que moi, ce que je dis aux gens, si on est cohérent, si on est dans une position et qu'on condamne certaines choses, certaines postures, certains comportements, certains propos, lorsqu'on change de position, on doit rester cohérent. On ne doit pas faire en invoquant ce que faisait l'autre. Moi, je ne peux pas ne pas croire à certaines choses, les défendre. Et lorsque mon rôle sera inversé avec le rôle de Cheikh Tidiane, dire à Cheikh Tidiane, je dis ça parce que lorsque vous étiez à ma place, vous le faisiez ou vous le disiez. Ça veut dire que moi, je n'ai pas de conviction. C'est la raison pour laquelle je pense que les gens doivent savoir raison garder et savoir que le Sénégal, c'est un pays d'intellectuels, c'est un pays où tout le monde est friand de débat, les gens ont la possibilité de débattre sans pour autant utiliser certains propos discourtois, désobligeants, etc. Je pense que il appartient à l'élite. L'élite, c'est la classe politique. De donner l'exemple, de débattre quand ils doivent débattre, de se confronter uniquement sur le terrain des idées et de donner un bon signal au reste du peuple. Voilà, je sais qu'on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, hein, comme on dit, hein, parce que derrière aussi, il y a des gens qui, au niveau des réseaux sociaux également, posent des débats dans lesquels on peut véritablement tirer profit avec, disons, des idées très claires par rapport à la marche de la société sénégalaise, ce qu'on veut qu'elle devienne. Alors Khalifa, pour terminer, peut-être un dernier mot par rapport à cette situation. C'est vrai qu'on l'a évoqué, hein, on l'a évoqué à l'entame de l'émission, mais là, cette fois-ci, revenir un tout petit peu sur ce crime crapuleux à Pékin, avec, disons, ces arrestations ça et là. On se rend compte qu'en réalité, les personnes qui sont les plus proches, disons, au défunt, ce sont celles-là apparemment qui sont soupçonnées. Alors comment faire, comment se comporter par rapport à ses proches? Quelle devrait être la bonne attitude pour pouvoir échapper, disons, à tout cela finalement? À qui faire confiance en réalité? On peut faire l'effort de connaître ses proches. On peut faire l'effort d'identifier les menaces qui peuvent venir de nos proches. Mais on ne pourra jamais assez et de façon totale faire l'effort d'échapper à nos proches. Pour une raison bien simple. Personne n'est dans la tête de personne. L'être humain, il n'y a que lui qui sait s'il est bon, s'il est lâche ou dévotieux. Les autres ne le voient pas. Les autres ne le connaissent pas. Ils le devinent uniquement par conjecture, c'est-à-dire par des hypothèses incertaines. Malheureusement, c'est ça. C'est la raison pour laquelle, en face d'un proche, on peut toujours être un danger. Parce que ce qui se passe dans la tête d'un être humain, il n'y a que lui qui sait. Et même parfois, ça peut l'échapper. Je vous ai dit qu'on peut commettre des crimes en situation.
parce que j'enseigne souvent à mes étudiants ce qu'on appelle la fenêtre de Johari. L'être humain, c'est 4 faces. Il y a une face qu'on appelle la zone publique, qui est connue de l'être humain lui-même et qui est connue des autres. Il y a ce qu'on appelle la zone aveugle. La zone aveugle, c'est ce qui est connu de vous par les autres et que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi on l'appelle la zone aveugle, parce que vous ne savez pas. On pourrait l'assimiler à un aspect pervers, par exemple. Oui. La face cachée. La face cachée, ce qu'on appelle la face cachée. L'être humain également a sa zone cachée. Une zone cachée, c'est connu que par l'être humain lui-même. Ce qui est connu de lui est inconnu des autres. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la zone inconnue. La zone inconnue, telle que théorisée par les 2 psychologues Joseph Loft et Harrington Ingham, qui ont donné la fenêtre de Johari, c'est inconnu de la personne elle-même, c'est inconnu des autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va connaître, quand est-ce qu'on va connaître la zone inconnue? C'est lorsque vous serez exposé à une situation que après votre réaction, que vous saurez que vous étiez capable. Beaucoup de gens ont tué. C'est après leur crime qu'ils ont su qu'ils étaient capables de tuer. Avant la commission de ce crime, ils n'auraient jamais accepté qu'ils étaient capables de tuer. Et les gens qui les connaissent également, avant la commission du crime, ils n'auraient jamais accepté que cette personne-là qu'ils connaissent était capable d'être un assassin ou bien de tuer, était capable d'un acte criminel. Ça veut dire que parfois, c'est lorsque, et ça peut arriver à plusieurs situations. On ne sait pas si un lion surgissait ici, dans cette salle, on saurait notre réaction, vous et moi, uniquement lorsqu'on aurait fini de réagir. Mais on ne sait pas. Autrement dit, il y a des situations, tant que vous n'êtes pas confronté réellement à ces situations, vous ne pouvez pas savoir quelle sera votre réaction. C'est la raison pour laquelle je vous dis que malheureusement, il n'y a pas... Ce genre de crime, ça fait plusieurs années qu'on en parle au Sénégal. Ça fait plusieurs années. Des crimes qui ont été commis par des proches. On a même vu une femme qui a eu à jeter le feu sur son mari et qui l'a tué. C'est ce genre de crime, malheureusement, qu'on ne peut pas éradiquer totalement dans une société. Ça arrive ici au Sénégal, ça arrive un peu partout. Mais ce que je voudrais dire, par rapport à tous ces crimes-là, il y a un dénominateur commun. Les crimes que je viens d'évoquer, c'est la dimension économique. Pour la prestataire de service, c'était une question de baptême, d'argent. Pour ce crime-là qui s'est passé à Pikine, on parle d'argent. Et pour beaucoup d'autres, on parle d'argent. Ça veut dire que si on avait réglé les questions économiques, si on parvient à lutter contre la pauvreté, on n'en serait pas là. Ça peut être un élément, ne serait-ce que pour diminuer la fréquence des crimes de ce genre au Sénégal. Voilà, je pense qu'on a fait l'essentiel, donc le tour de votre magazine, donc Soir d'Info, qui est d'ores et déjà terminé. Donc on se donne rendez-vous très prochainement sur la télévision Futur Média. D'ici là, passez d'excellents moments à notre compagnie. Merci à vous, Khalifa. Merci beaucoup, cher.